Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez bien sûr chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, la Réserve fédérale américaine et l'inflation américaine qui sont à la une. La Fed rendra sa décision ce soir dans le sillage d'un rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis pour le mois de mai qui montre une vraie détente de l'inflation aux États-Unis après une série de mauvais rapports entre guillemets, comprenez de surprises à la hausse sur l'inflation depuis le début de l'année aux États-Unis. Ce rapport du mois de mai offre enfin une vraie surprise à la baisse avec une inflation qui retombe à 3,3% sur un an pour l'inflation globale, 3,4% sur un an pour l'inflation domestique, l'inflation sous-jacente, avec une surprise à la baisse également dans le secteur des services. Quand on regarde la composante des services cœur hors logement, on commence à voir peut-être le début d'une détente dans ce secteur, au moins d'un mois sur l'autre, puisqu'on a même un print négatif d'un mois sur l'autre pour cette inflation dans les services hors logement. Les marchés ont évidemment largement apprécié ce rapport. À suivre désormais la communication de Jérôme Powell à l'issue du conseil du comité de politique monétaire de la Fed ce soir. Vous aurez tous les détails du chiffre de l'inflation aux États-Unis dans un instant avec Pauline Gratel. L'autre grande nouvelle du jour, c'est le retour d'Apple au firmament. Apple qui récupère sa place de première capitalisation boursière américaine. Apple qui se met à nouveau à battre des records en bourse à plus de $200 l'action, $215 l'action. Des records qu'on n'avait plus vus depuis de nombreux mois maintenant, depuis décembre dernier. Apple qui, semble-t-il, réussit finalement à convaincre les investisseurs sur le cycle de renouvellement à venir des iPhones avec l'intégration de l'intelligence artificielle. Nous discuterons de tous ces sujets avec nos invités dans un instant, avec bien sûr en fil rouge le choc d'incertitude qui s'est emparé de l'Europe depuis 3 jours maintenant, au lendemain des élections européennes et de la situation idiosyncratique française qui continue d'attirer l'attention des investisseurs, et pas uniquement des investisseurs français ou européens, mais ce sont bien les investisseurs globaux qui ont désormais remis le nez sur le spread entre la France et l'Allemagne, qui reste bien sûr la mesure de ce stress ou de cette incertitude générée par l'accélération du calendrier électoral français. Voilà pour les sujets du jour. Et dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, focus sur le segment de la dette émergente, enjeux et perspectives. Nous en parlerons avec les spécialistes d'Iveo Capital Partners et le cofondateur d'Iveo Capital Partners, Michael Israël, sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Comme chaque soir, Pauline Gratel est avec nous en ouverture de Smart Bourse pour nous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Après plusieurs surprises négatives, surprises à la hausse sur l'inflation, les investisseurs ont enfin pris connaissance d'un rapport qui offre une surprise à la baisse sur l'inflation américaine pour le mois de mai. Oui, l'inflation ressort inférieure aux attentes et inférieure au mois précédent. Sur un an, en mai, l'inflation s'élève à 3,3% contre 3,4% le mois précédent. Sur un mois, elle stagne alors que le consensus attendait une hausse de 0,1%. L'inflation sous-jacente ressort également inférieure aux attentes sur un an à 3,4% après 3,6% le mois précédent. Sur un mois, elle s'élève à 0,2%. Sur le marché obligataire, on a vu le rendement du 10 ans américain se détendre nettement en repassant sous 4,30%, en revenant au niveau qui prévalait avant la publication de l'emploi américain vendredi dernier. Le rendement à 2 ans chute de 15 points de base à moins de 4,70%. Et du côté des marchés, la réaction a été assez unanime après la publication de ce rapport américain sur l'inflation, avec un rallye général sur l'ensemble des places financières. En Europe, l'ensemble des bourses a bondi. Le CAC 40, qui était jusque-là plutôt hésitant, gagne 1% directement après la publication. Le rendement de l'obligation à 10 ans française repasse autour de 3,15%. Le rendement de l'obligation à 10 ans allemande est toujours stable à 2,55%. Le spread entre ces deux obligations s'assouplit.
Oui, on perd 15 points de base sur le 10 ans américain, comme vous le précisiez, Pauline. Du côté du marché action américain, si le choc d'incertitude s'est emparé des indices actions en Europe depuis quelques jours, à Wall Street, c'est un voyage à sens unique avec de nouveaux records à l'ouverture. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite marquent de nouveaux records, des records en partie dus à Apple hier qui prenait plus de 7% en clôture. L'entreprise finissait en tête du S&P 500 pour la première fois depuis novembre 2021. Oui, Apple qui réussit à convaincre les développeurs à l'occasion de sa conférence sur les bienfaits de l'intelligence artificielle, notamment pour le renouvellement des prochains iPhones. Oui, ça a été très bien accueilli puisque le titre Apple s'est changé à plus de $200 pour la première fois de l'histoire. Aujourd'hui, le titre ouvrait en hausse de plus de 2% à Wall Street. Le marché français, je le disais, concentre pas mal d'attention depuis quelques jours, évidemment, de la part d'investisseurs internationaux. Et on notera que le secteur bancaire, qui a été en première ligne, dans la pression qu'on a pu voir s'exercer sur les actifs français depuis lundi, le secteur bancaire a peut-être été sanctionné de manière excessive, estiment certains brokers. C'est le cas notamment des analystes de Jefferies. Oui, l'agence relève son conseil sur Crédit Agricole et conseille de l'acheter pour viser un objectif de cours de plus de 21 € en hausse de 50%. Le titre gagnait plus de 3% pendant la séance. Dans son siège, BNP Paribas prenait 2% et Société Générale environ 1%. Du côté des petites valeurs, on notera la poursuite du plongeon de Atos qui perd encore 20% aujourd'hui. L'entreprise qui a choisi David Layani comme repreneur a annoncé ce matin être entrée en négociation exclusive avec Alten pour céder son activité Worldgrid pour 270 millions d'euros. Pour finir, Pauline, qu'est-ce qui attend les investisseurs demain sur les marchés ? Les investisseurs arbitreront la décision de la Réserve fédérale et ses projections économiques. Le reste de la journée sera rythmé par la publication des prix à la production industrielle américain du mois de mai, ainsi que de la production industrielle en zone euro pour le mois d'avril. Demain, ce sera aussi le jour de révision de l'indice CAC et Euronext. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel qui nous accompagne sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jean-Jacques Friedman est à nos côtés, directeur des investissements de Vega IM. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Grégoire. Gustavo Runstein est également avec nous, le responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Et Thierry Gill nous accompagne. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes président de Raymond James France. Commençons peut-être par le chiffre du jour. Ce rapport mensuel de l'inflation américaine pour le mois de mai. Gustavo, je le disais, c'est vrai que depuis décembre dernier, on avait une série de rapports, de mauvais rapports, dans le sens où l'inflation américaine se mettait à nouveau à surprendre à la hausse. Le rapport d'avril avait offert une non-surprise aux investisseurs qui étaient déjà plutôt bienvenus. Ce rapport du mois de mai offre visiblement à nouveau une vraie surprise à la baisse. Oui, je crois que c'est un rapport qui surprend à la baisse à peu près de manière symétrique par rapport à la surprise dans l'autre sens des tout premiers rapports de l'année. Et je crois que la principale raison, c'est que précisément la surprise de début d'année était beaucoup de choses techniques, beaucoup de choses spécifiques, probablement des difficultés à corriger les variations saisonnières après l'énorme volatilité des prix qu'il y a eu suite au Covid. Donc là, on a plutôt une normalisation. Et je crois qu'il ne faut pas non plus passer complètement de l'autre côté en imaginant que ça y est, on a un plongeon des prix et une désinflation extrêmement rapide. Je crois que c'est surtout la correction des anomalies du début d'année. Donc finalement, avec le recul, ce qu'on a simplement, c'est une poursuite de la même tendance de désinflation qu'on avait, avec une inflation vraisemblablement aux États-Unis qui est stabilisée autour des 3%, on va dire, selon comment on la mesure pour la partie CPI, et un petit peu en dessous peut-être pour la partie des PCE, donc ouais. Ce que la Fed cible effectivement. Donc on a des prix finalement qui sont légèrement au-dessus des cibles, mais pas très très loin des cibles. Et donc toutes les réflexions qu'on pouvait avoir sur ces questions-là restent toujours, je pense, d'actualité, c'est-à-dire fondamentalement la question massive de l'inflation est passée. Et effectivement, ça ressemble quand même étrangement à un soft landing ou un scénario quand même assez effectivement positif de ce côté-là. Mais ça confirme l'idée effectivement que la tendance des inflationnistes est toujours en place, qu'elle n'a pas été cassée, voire renversée au cours des derniers mois. Quand bien même cette désinflation finale est peut-être un peu trop lente au goût de certains. Est-ce qu'elle permet quand même à la Fed ce soir
d'avoir une communication qui reste là aussi, alors en ligne avec les précédentes, peut-être ajustée à la marge, mais en ligne avec l'idée que oui, la Fed pourra à un moment suivre l'inflation en abaissant le réglage de sa politique monétaire. Oui, je crois que la communication de Powell a été quand même plutôt confirmée. Il avait déjà dit, quand les chiffres étaient sortis un peu plus mauvais, qu'il pensait que c'était plutôt technique et que ça allait reprendre une trajectoire de désinflation précédente. Et bon, les faits lui donnent plutôt raison. Mais ce n'est pas pour autant qu'effectivement, on va s'attendre à des très fortes baisses de taux. Je pense que ça ne change pas radicalement la question des taux aux États-Unis. Des petites baisses, d'un petit réglage, donc une ou deux baisses, c'est ce qui est anticipé aujourd'hui. Pour accompagner la désinflation. Pour accompagner la désinflation, c'est une chose, mais ça maintient quand même des taux plus élevés qu'auparavant. Et c'est quand même ça l'idée, c'est que globalement, les taux d'intérêt restent quand même plus élevés maintenant. On ne revient pas à des niveaux de taux aussi bas qu'on a pu avoir par le passé. Alors, est-ce que c'est ça le higher for longer ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a bien des taux un peu plus élevés. Et on peut imaginer dans les dots de ce soir, pourquoi pas, un relèvement, non pas de la partie très courte, mais plutôt de la partie très longue, sur quel est éventuellement, dans l'esprit de la Fed, le taux d'équilibre, le taux de long terme. Jusque maintenant, il a toujours été autour de 2,5%. Ça a toujours été le médiane des dots. Mais il pourrait y avoir un déplacement vers des taux un peu plus élevés à long terme. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien de la désinflation, mais il y a aussi une croissance américaine qui reste toujours très, très, très forte. Et ça, c'est quand même la principale raison, selon nous en tout cas, pour que les taux ne baissent pas beaucoup aux États-Unis. Ça n'est pas parce que l'inflation persiste, c'est parce que la croissance persiste. Et du coup, c'est un environnement, effectivement, où du coup, les taux d'équilibre sont effectivement plus élevés. Donc voilà, on a une économie avec de la désinflation, avec du plein emploi, avec un marché du travail qui semble effectivement se normaliser, ralentir, le taux d'émission qui est revenu à ces niveaux de 2019, mais c'est quand même une économie en croissance toujours rapide. Les taux derniers nowcast de la Fed d'Atlanta sont revenus au-dessus de 3%. Ils étaient passés en dessous, à autour de 1,8% il y a quelques semaines avec les publications mauvaises qu'il y avait eu, notamment l'ISM, les enquêtes. Et tout d'un coup, avec une série de publications des derniers jours, on est revenu au-dessus de 3%. Donc c'est quand même une économie qui reste forte. Et c'est ça, selon nous, la principale raison pour laquelle les taux longs, dans le fond, restent relativement élevés et vont rester relativement élevés. Il est possible que la croissance potentielle américaine ait augmenté à travers ce qui s'est passé ces dernières années et les réponses de politiques publiques qui ont été apportées. C'est difficile à dire si c'est quelque chose de structurel. La productivité, par exemple, c'est très très dur de la mesurer à court terme, c'est relativement volatile. Je n'aurais pas une grande fiabilité sur ces chiffres-là. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une forte hausse de l'offre de travail aux États-Unis, et notamment, ça a été beaucoup commenté, une forte hausse de l'immigration qui a effectivement, au moins temporairement, augmenté la croissance potentielle. Ce qui est de la croissance potentielle à vraiment long terme, c'est extrêmement difficile, en tout cas en temps réel, d'en dire quelque chose. Mais il est clair que l'intelligence artificielle, dont on pourra parler sur les marchés, il est très peu probable que ça ait un impact sur la productivité maintenant aux États-Unis. Non, mais vous dites, voilà, ce qu'on regardera, c'est le long terme dans les projections qui sont faites par les différents membres du comité de politique monétaire de la Fed pour savoir si le taux d'équilibre neutre réel, effectivement, à long terme, a, selon eux, évolué à la hausse ou pas. Exactement. La chose, c'est que le marché aujourd'hui price que deux mouvements. Et le grand débat aux États-Unis, c'est surtout est-ce qu'ils vont baisser avant ou après l'élection. Donc, est-ce qu'en septembre, juste avant l'Election Day en novembre, est-ce qu'ils vont baisser les taux ? Est-ce que du coup, il y a toute une question, un débat politique tactique autour de est-ce que Biden va pouvoir aller à l'élection avec une baisse de taux ? Forcément, la question un peu tactique est de savoir si le meeting de juillet, qui se tiendra 30 et 31 juillet, sera un meeting live ouvert à un potentiel mouvement ou au signal d'un mouvement, ou est-ce que ça restera fermé jusqu'à septembre, voire novembre ou décembre. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on en pense chez Raymond James France, Thierry, de la situation de la Fed au regard des dernières données. Alors c'est vrai que l'emploi donne toujours des signes de forte résilience, mais bon, il y a quand même un faisceau d'indications qui montre une forme de rééquilibrage du marché du travail, et puis l'inflation qui reste sur la trajectoire de baisse souhaitée par la Fed aujourd'hui. C'est compliqué aujourd'hui, ça a été souligné à l'instant, d'avoir une vision totalement certaine dans les prochains mois. On va avoir pas mal de données entre-temps. Sur la position de la Fed, on en saura plus ce soir. Et effectivement, on rejoint dans l'analyse ce qui a été dit actuellement sur les conclusions du DOT et on verra ce qui se met en place à ce niveau-là. Mais globalement, nous, on table un peu comme le consensus sur 1 à 2 baisses des fonds fédéraux fin d'année, donc rien de nouveau là-dessus. Le sujet qui était
évoqué aussi à l'instant qu'est-ce qui sera fait avant l'élection présidentielle de novembre. C'est également aussi un sujet. Aujourd'hui, les marchés de futurs price à 60%, une baisse de 25 BP en septembre. On verra, entre-temps, on aura les chiffres de cet été, on verra ce qu'ils nous révèlent. C'est compliqué à dire, c'est comme sur l'enjeu des élections. Beaucoup de gens nous interrogent en tant que spécialistes américains si on a un petit peu, qu'est-ce qui se dégage comme tendance. C'est là aussi excessivement difficile du fait de la spécificité de l'élection américaine. On sait qu'il y a 6 États clés aujourd'hui dans lesquels, pour faire simple, dans la plupart de ces États, Trump a une légère avance. Mais par contre, là, il y a une redistribution des cartes. Et on le voit du côté des 2 candidats. Il y a ce fameux débat sur le droit à l'avortement aux États-Unis, qui est un espèce de... Je ne sais pas si c'est un game changer, mais qui est un vrai sujet sur lequel Trump est en train un petit peu de rétro-pédaler. Ouais. Et il courtise un petit peu, ou en tout cas il revoit son jugement qui était assez tranché à un moment donné. De la même manière que Biden, qui sait que sur le problème de l'immigration, c'est un véritable sujet, lui-même est en train aussi d'être un petit peu plus dur. Donc chacun abat un petit peu. Essaye d'élargir un peu son spectre. Oui, c'est le jeu. Donc les 2 conventions, vous l'avez dit, auront lieu en juillet et août prochain. Et notre analyse politique sera à Paris d'ailleurs dans une dizaine de jours. Il va nous apporter un petit peu des éléments nouveaux, mais il est un petit peu sur ce qu'on appelle un sweepstake, c'est-à-dire qu'en fait pour l'instant c'est difficile un petit peu, il risque d'y avoir un partage un peu des pouvoirs. Je trouve que les sondages aujourd'hui ne diraient pas grand-chose. Il faut vraiment attendre cet été, probablement la fin août, pour avoir des sondages. Et c'est une situation qui peut vraiment faire hésiter la Fed si jamais, encore une fois, les planètes et les étoiles sont alignées pour accompagner le mouvement de désinflation par quelques baisses de taux. Est-ce que la politisation du débat, au fur et à mesure qu'on s'approche du 5 novembre, est-ce que c'est le genre de facteur qui peut rendre la Fed plus hésitante, voire la retenir ? La Fed, elle s'est souvent montrée accommodante au fil du temps, avec le président sortant, surtout quand vous avez un nouveau candidat, qui est Trump, qui envisage éventuellement de changer Powell dès qu'il en aura l'occasion. Donc, loin de moi l'idée que de dire que Powell fera le jeu de Biden, mais il est probable qu'ils auront une attitude soit neutre, soit plutôt accommodante. Voilà. Maintenant, ce qui est très compliqué pour Biden, et je disais encore un article tout à l'heure, c'est que finalement, son bilan économique, il n'est pas si mauvais que ça. Sa lutte contre l'inflation, mais la perception de la personne de la rue qui en veut terriblement aux politiques, on a le même souci en France, on pense que ça émane des choix politiques, et nous qui sommes dans ce monde de l'économie, on sait que c'est pas toujours le cas, c'est très souvent d'ailleurs pas le cas, mais Biden doit battre avec ça sur le prix élevé de l'essence, sur le prix élevé de c'est pas l'économie qui fera le résultat? Si, elle fait toujours au final le résultat. Mais, voilà. Mais la question, c'est quelle sera la perception des gens. Et encore une fois, dans ce système électoral américain qui est très spécifique, et avec, encore une fois, ce qu'on retrouve dans beaucoup de pays aujourd'hui, il y a une espèce de débat politique qui est excessivement malsain, avec des discussions qui sont parfois très, très dures, qui rend la lecture des sondages un peu compliquée. Je me souviens, récemment, Donald Trump commentait les records du stock market américain. Lui, il spin le truc en disant, si le stock market américain est au plus haut, c'est parce que les investisseurs anticipent mon élection le 5 novembre. C'est pas du tout, évidemment, ni grâce à Biden, ni grâce aux entreprises, ni grâce à qui que ce soit d'autre, quoi. Je reviens à la Fed quand même, oui, cette idée que quand même la désinflation reste en place, qu'il y aura peut-être quand même un accompagnement de cette désinflation par quelques baisses de taux. Ça veut dire aussi que le degré de divergence qu'on pouvait craindre entre la BCE et la Fed, ou entre la Fed et les banques centrales G7, c'est un peu réduit quand même dans l'intervalle aujourd'hui, Jean-Jacques. Oui, exactement. Il y a quelques mois, on voyait qu'ils étaient très chauds pour entamer, il aurait fallu le moindre signal, ils étaient prêts, la communication avait déjà amené le fait qu'ils étaient prêts à baisser. Alors est-ce qu'ils étaient prêts à baisser justement pour sortir de ce débat électoral possible et du manque finalement d'objectivité, ou alors est-ce qu'ils étaient simplement prêts parce qu'ils jugeaient que la situation économique était possible? Donc moi je crois que là le risque, c'est que s'il y avait eu un mauvais chiffre, on pouvait tomber dans les dots de 3 à une seule fois, une seule baisse. Un mauvais chiffre supplémentaire, ça devenait gênant. Voilà. Tandis que là, il y a quand même, je pense, une forte probabilité. Les membres du FOMC ont eu les infos précédemment, ils ont pu se préparer hier soir. Je pense que ça sera 2 baisses qui seront mentionnées, donc le marché peut croire encore à 2 baisses en septembre et novembre.
Et donc, plutôt que de tirer des plans sur la comète assez lointain, je pense qu'il se focalisera là-dessus et que ça sera bien perçu. C'est ça, je pense, l'élément important. Ouais. Mais avec l'idée qu'on peut continuer aussi en 2025, parce qu'on est tous focalisés sur le calendrier 2024. Mais le marché continue d'anticiper quand même que les banques centrales en général, G7, continueront quand même ce mouvement d'accompagnement de la désinflation en 2025. C'était un peu un scénario qu'on avait en disant que c'est peut-être plus facile à anticiper en 2024 qu'en 2025, où il y a un gros point d'incertitude, en effet. Post-5 novembre, quoi. Post-5 novembre, post aussi croissance. C'est vrai que les éléments à la fois d'immigration importante, de productivité, qui peuvent naître de l'IA, mais qui naissent aussi. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi, malgré les hausses de salaire de 4%, les entreprises arrivent à gagner de l'argent, c'est qu'il y a une productivité de 2%, et qu'on le voyait même avant l'histoire du Covid, donc c'est pas lié seulement à l'IA. Donc tous ces éléments-là semblent indiquer une croissance un peu plus forte aux États-Unis, peut-être aussi des avantages compétitifs par rapport à l'Europe, qui, elle, souffre des problèmes liés à l'énergie. Donc tout ça, peut-être, fait un potentiel de baisse des taux pas extrêmement significatif. Mais ce qui est important, c'est que le marché aime toujours bien se projeter. Finalement, c'est quand le phénomène de baisse des taux se produit, parfois que le marché a des doutes. Et souvent, il y a un peu quelques mois de doute au moment où la baisse des taux se produit pour savoir si le marché bascule dans la récession ou pas. Et si il ne bascule pas dans la récession et c'est un simple ralentissement, théoriquement, pour les marchés, ça reste encore bon. Donc, finalement, cette situation-là, un peu médiane, semble assez favorable malgré tout. Ouais. D'accord avec l'idée que peut-être le cycle d'ajustement ou de recalibrage des politiques monétaires sera peut-être un peu moins brouillon, un peu moins désorganisé que ce qu'on pouvait craindre il y a quelques temps. Le Canada y est allé, la BCE aussi, la Banque d'Angleterre va sans doute suivre, les Suisses, etc. Et la Fed ira à son propre rythme, mais ira quand même également... On avait peur de quelque chose d'assez messy, comme disent les anglo-saxons, assez désorganisé, qui partent dans tous les sens et qui génère de la volatilité sur les devises ailleurs, etc. Alors, en ce qui concerne les marchés financiers, comment ils appréhendent tout ça, je crois que ce qui s'est passé depuis le début de l'année, c'est quand même intéressant. Il y a eu un énorme repricing du nombre de baisses de taux qui étaient anticipées, ce qui n'a pas du tout empêché un énorme rallye globalement des marchés. Et la raison, c'est que ce repricing ne change pas fondamentalement ce qui était, selon nous, l'élément porteur, qui était le côté put des banques centrales. C'est-à-dire, l'inflation, de toute façon, aujourd'hui, est suffisamment faible pour que s'il devait y avoir un ralentissement, alors il y aurait une baisse de taux. Et cette conditionnalité suffit de toute façon à rassurer. Ouais. On sait alors il y a eu un doute à un moment, il y a quelques semaines, en se disant tout d'un coup, si elle montait les taux. Bon, ça a duré 2-3 jours comme ça, en se disant, et puis bon, finalement, non, ça n'a pas de sens. On sait que, encore une fois, et encore plus aujourd'hui, on voit bien que l'inflation ne pose pas vraiment de problème, que l'économie reste forte, mais malgré tout, on voit aussi des éléments, ça a été mentionné, de rééquilibrage et de stabilisation de l'économie. Donc ça fait quand même un mélange qui reste très très favorable. Ce côté put reste là, même si on ne s'attend pas effectivement à de très fortes baisses de taux. Mais si c'est nécessaire, il y en aura. Mais nous pensons qu'elles ne sont pas vraiment nécessaires parce que le ralentissement, pour l'instant, il est extrêmement, extrêmement faible. Et l'idée qu'il y aura quelque chose d'assez synchronisé quand même de ce point de vue-là Alors, c'est là chaque situation reste très spécifique, locale, domestique. Le fait déjà qu'on exclut complètement une hausse des taux aux États-Unis, alors que ça avait été imaginé à un moment, et que donc on aura simplement une ou deux baisses, effectivement, et peut-être autant d'ailleurs dans le reste du monde. Dans le reste du monde, finalement, c'est à peu près pareil. La Banque Centrale Européenne, on attend une baisse. Oui, on n'en attend pas 5. Oui, non, mais bien sûr. Pas grand-chose qui est attendu. Et la principale raison de ces attentes, c'est pas... Bon, il y a peut-être un petit peu que l'inflation, effectivement, n'est pas encore revenue à sa cible, mais c'est essentiellement la sensation que le cycle mondial, finalement, la croissance mondiale n'est pas si faible que ça. Elle s'améliore, même en Europe. On a une amélioration des PMI, etc. Et ça, dans le fond, c'est quelque chose qui est assez profond et qui suffit à rassurer sur une croissance mondiale suffisamment élevée pour pas nécessiter une énorme baisse des taux d'intérêt. Oui. Et juste dans le cas américain, il y a quand même un élément qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on a de la désinflation effectivement, donc une inflation relativement stable, le plein emploi, une croissance relativement solide, donc vraiment ce côté soft landing, mais avec 6% de déficit budgétaire. Et ça, forcément, ça questionne un petit peu, c'est un équilibre qui a l'air très bien, mais avec un déficit budgétaire relativement important. Et donc, il y a une question quand même budgétaire et du coup politique, évidemment, de comment on va traiter notamment les baisses d'impôts qui ont été décidées sous Trump, qui vont arriver à échéance en 2025 et qu'il va falloir soit prolonger, soit abroger. Donc, il y a pas mal de débats autour
donc des questions budgétaires. Et évidemment, en Europe, on parlera peut-être bien sûr juste après des questions françaises, mais c'est les mêmes types de questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en est de l'équilibre budgétaire dans les pays développés. Mais ça veut dire que s'il y a effectivement ce risque budgétaire plus élevé demain qu'il ne l'était précédemment, ça veut dire que même quelques baisses de taux des banques centrales vont faire baisser des taux courts, directeurs, mais que sur la partie longue, c'est pas évident qu'on ait un mouvement de courbe très important. Complètement. Mon autre scénario, c'est que même s'il y a des baisses de taux courts, il y aura surtout de la pontification et c'est pas nécessairement des grands rallyes des taux longs qui de toute façon anticipent déjà beaucoup. Donc c'est pas évident que tout ça fasse baisser les taux longs et donc ça a quelques conséquences évidemment sur les marchés et les portefeuilles. Est-ce qu'il y a entre Trump et Biden à ce stade, et après j'arrête de vous embêter avec ça, Thierry, on parlera d'Apple, non mais est-ce qu'il y a un résultat qui est plus favorable pour ceux qui s'inquiéteraient, les bond vigilantes par exemple, ceux qui s'inquiéteraient d'une dérive budgétaire américaine au-delà de ce qu'on a déjà observé, c'est-à-dire vraiment une dérive sur plusieurs années encore. Est-ce que un des deux candidats aujourd'hui a une vision ou un discours qui est plus à même de rassurer que l'autre ? Je dirais primo sortant. Biden, on connaît sa politique, on sait ce qu'il a mis en place, et je pense que les marchés... Enfin, c'est sous son mandat, justement, qu'on a aussi 6% de déficit. Oui, mais pas d'inquiétude sur la devise elle-même. C'est-à-dire que pour y avoir une sanction, c'est toujours un peu le paradoxe, c'est que si demain les marchés devaient partir en vrille, encore une fois, ça serait la recherche du dollar. Et c'est pour ça que les Américains, c'est ce qu'on a toujours un petit peu appris sur la bourse américaine, et je ne dis pas qu'ils se moquent de leur déficit, mais c'est pas l'enjeu aujourd'hui, jusqu'à un certain stade. Moi, je m'étais interrogé, j'avais une discussion un jour avec mon économiste par rapport à un autre sujet qui était la taille du bilan de la Fed. Je dis, est-ce qu'il y a un point de rupture à un moment donné ? Au début des années 2000, la taille du bilan de la Fed, c'était 1 trillion. Une rupture de confiance, qui crée une rupture de confiance. Ben non, parce qu'il me dit, tant qu'il n'y a pas d'inquiétude sur la signature de la dette, on a parlé tout à l'heure aussi de la dette française, où en fait, qui se tient finalement pas si mal que ça, c'est un peu le sujet. Donc, Trump peut amener plus d'incertitude. Les marchés n'aiment pas l'incertitude. Voilà. Donc on sait que dans son programme, il y a baisse des impôts, comme toujours, mais un certain nombre de mesures, on vient de l'évoquer à l'instant, qui arrivent à échéance, seront reconduites. Ah bah oui. Voilà, il fera un peu plus d'efforts peut-être sur les entreprises. C'est difficile à dire. Le véritable enjeu, c'est probablement surtout les politiques, je dirais, ISR, parce que là, on sait qu'il y a un dogmatisme un peu du côté de Trump et d'une grande partie de l'électorat républicain. Ça peut remettre en cause des choses. Sur le reste, il est quand même plutôt business-friendly, Trump. Donc, 2016-2019 n'a pas été une mauvaise période pour ni les marchés, ni le business. On est toujours un peu dans ce système boursier où ce que moi j'explique souvent, c'est qu'on est dans la perception des choses. Il y a les faits, mais parfois c'est dans la perception des choses. On parlera d'Apple tout à l'heure, ce qu'il y avait le soir même de la publication. Allons-y, oui. Alors, pour dire un mot d'Apple, première réaction, parce que vous vouliez qu'on en parle. Un bon exemple de perception qui peut changer et varier très très vite. C'est-à-dire que la conférence des développeurs, elle a eu lieu pendant le marché n'était pas clôturé, et la première réaction, c'était une déception des investisseurs qu'il n'y ait pas d'annonce d'une puce chez Apple qui aurait permis un petit peu de dire, voilà, ils s'engagent vraiment dans l'IA. Ils ont fait un certain nombre de mesures sur Siri et d'autres que je pense que vous avez déjà évoquées, mais moi, j'avais une analyse un peu différente. Je me dis que le simple fait qu'ils y aillent, peut-être pas de manière pleine avec une puce ad hoc, mais avec des accords avec OpenAI, avec le ChatGPT, dont je rappelle que OpenAI est détenu à 49% par Microsoft. Je ne dis pas qu'ils ont pactisé avec l'ennemi, parce que c'est quand même deux modèles qui se regardent beaucoup entre le monde Windows et le monde iOS, mais ça a été fait quand même. Et ça, je pense que c'est quelque chose que le marché a pricé hier avec la hausse d'Apple et qui a permis de redevenir numéro 1 en repassant la barrière des 3 trillions de dollars de capi. Après, il faudra savoir ce que donneront les lendemains. Il y aura sûrement des phénomènes d'annonce, mais l'impact pour Apple est important. On dit que sur chaque variation de 1% des gens qui ont un iPhone, il y a à peu près 2,2 milliards d'utilisateurs d'iPhone dans le monde. Donc 1%, ça vous fait à peu près 22 millions de gens qui changent leur iPhone 13 ou 14 ou 12
pour passer Oui, à la nouvelle génération. Ça aura un impact de 20 centimes de bénéfices par action sur Apple, qui sont à peu près de 6 $. 1% de la base installée qui se renouvelle, c'est 20 centimes. C'est 20 centimes, ce qui fait à peu près 3%. Donc vous imaginez, alors moi je suis convaincu qu'à l'automne prochain, qu'on va sortir l'iPhone 16, vous avez beaucoup de gens qui, juste pour avoir plus de sensations et d'avoir cette perception de toucher le Graal qu'est l'IA, avec des produits ad hoc, parce qu'on parle de l'univers de la téléphonie, mais le système est le même sur le PC. Nos PC ne sont pas équipés aujourd'hui. On l'avait déjà évoqué il y a quelques mois, je crois. Super cycle de renouvellement. Voilà. Et ça, vous y croyez toujours, oui. Ah, j'y crois énormément. Tu vas comme faire, absolument. Non, c'est fascinant. Et OpenAI qui a cette capacité quand même de travailler évidemment pour Microsoft, c'est leur actionnaire, mais pas que, et d'aller également pouvoir nouer des partenariats avec d'autres géants de la tech. C'est quand même... ça ruisselle partout, vous avez vu la... Il y a une muraille de Chine, normalement, entre des groupes de cette taille-là. Et c'est arrivé chez Oracle, vous avez vu l'incidence. Très clairement, pour faire très court, l'IA, ça démarre, on commence à en parler en novembre 22. La première étape, ça a été de développer c'était surtout le monde des semis avec NVIDIA, et on a essayé de trouver d'autres sociétés qui pourront bénéficier, AMD, Microchip, Marvell Tech. Puis après, on a essayé de chercher du côté des boîtes de logiciels. Et moi, je suis intimement convaincu que la prochaine vague, ce sont les devices, ce sont les appareils. Donc, c'est le PC et c'est la téléphonie. Mais pour optimiser le produit, il faut les puces ad hoc. Voilà, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est le grand retour de la hard tech, là, des équipements, etc. Enfin, Apple, c'est un vrai beau comeback, quand même. Oui, alors le seul élément un peu embêtant, c'est que on revient un peu à la situation de l'année dernière, où un des éléments de soutien qu'on visait, c'était l'élargissement de la base de valeur qui montait. Alors aujourd'hui, le chiffre, justement, il serait intéressant, c'est-à-dire que, est-ce qu'au moment où on peut revenir dans une configuration peut-être de baisse des taux, etc., de nouveau, on va avoir une base de valeur qui réaugmente ou pas. Ça, c'est une question. Parce que la concentration n'a jamais été aussi forte. On s'est interrogé, c'est vrai qu'il y a eu sur quelques périodes très courtes, quelques jours, quelques semaines, un rattrapage, le S&P équipondéré commençait à donner des signaux, etc. Ou des valeurs moyennes. Et puis en fait, le ratio équipondéré S&P est tombé au plus bas du plus bas. Ce qui n'est pas un bon élément. L'élément, c'est que la base s'élargit, et c'était un des éléments de soutien un peu de ce début d'année. Il y avait aussi le fait que c'était sur le marché européen qui faisait jeu égal. Enfin voilà, il y avait un élargissement. Ça, c'est un peu un élément de faiblesse ponctuelle. Donc là, c'est à surveiller si de nouveau avec ce chiffre, on a un petit peu une amélioration à la matière. Ça va nous amener à parler de l'Europe. Effectivement, là, il y a le choc d'incertitude qui a quand même coupé un peu l'herbe sous le pied des indices, des actifs européens depuis quelques jours, alors que Wall Street continue de battre des records. Comment vous regardez ces records indiciels à Wall Street aujourd'hui, Gustavo, et le manque de participation, le manque de diffusion quand même de ce rallye américain. Le ratio S&P équipondéré versus S&P 500 est tombé au plus bas depuis 2009, je crois. Oui, effectivement. La question peut-être sous-jacente, c'est le rôle de la macro dans cette histoire-là. Il semble quand même que ça soit des choses très liées aux entreprises elles-mêmes. Et ça, j'ai envie de dire, en tant qu'économiste, j'ai pas grand-chose à rajouter, à savoir si Nvidia fait ceci ou cela, ou Apple. Il est clair que ce sont des entreprises énormes, très innovantes, et qui ont été capables de générer des profits dignes d'un monopole. On a discuté, ça fait des années qu'on discute de ces questions monopolistiques, quasi-monopolistiques. La seule chose qui peut les arrêter, dans le fond, ce n'est pas une histoire de bulle, c'est une bulle de profits. Les profits sont énormes. Donc ce qui peut les arrêter, c'est simplement des changements réglementaires ou des questions de politique publique, et tout ça n'a pas eu lieu. Et voilà, donc tout ça, c'est resté des vagues débats. Et au final, voilà, ça c'est quelque chose, mais c'est complètement microéconomique. Donc il n'est pas sûr que c'est un rapport quelconque vraiment, j'irais, avec les taux d'intérêt ou avec... C'est très difficile de faire des rapports. Parfois, on a l'impression qu'il y a un rapport. Effectivement, parfois, il n'y en a aucun. Donc j'ai beaucoup de mal en tant qu'économiste à dire quelque chose là-dessus, à part la question globale des monopoles et puis des lois antitrust, on va dire. Mais comment on appréhende le marché américain en tant qu'investisseur avec ces phénomènes-là de très forte concentration aujourd'hui ? Difficilement, parce que par exemple, nous, typiquement, on essaye justement d'avoir une approche très équipondérée, où on essaye de ne pas être trop exposé à des risques spécifiques. Nous tendons à souffrir versus les indices qui sont pondérés par les capitalisations. Et ça a été dit, effectivement, il faut voir que depuis octobre 2022, en fait, les indices européens font jeu égal avec les indices américains.
simplement Depuis leur octobre moteur. 22, c'est ça, le point barre, Le effectivement. Pour jeu égal, pas du tout avec le même moteur, effectivement, c'est pas l'IA. Nous, en Europe, il n'y a pas exactement les banques. mêmes entreprises technologiques, mais il y a les banques. Alors, il y a quand même les champions, le secteur tech a bien fait. Oui, le secteur tech en Europe fait bien. Et heureusement. les équivalents. Heureusement. Par contre, la tech, c'est intéressant d'ailleurs, c'est que la tech dans les small caps, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les small caps en Europe ont fait très mal, c'est que la tech small en Europe a fait très très mal. Les Soitec et autres ont énormément souffert. Bon, tout ça semble se stabiliser maintenant, et c'est une des raisons pour lesquelles les small caps font beaucoup mieux, en tout cas ces dernières semaines. Mais oui, effectivement, les bancaires, c'est quand même c'est l'anti-IA, c'est quand même rien à voir. Les raisons pour lesquelles ça rallie sont complètement différentes. C'est un rallye en plus relativement silencieux et assez détesté des investisseurs, parce que les bancaires, c'est vraiment le truc qu'on n'a pas envie d'y toucher. Non. Et ça a été énorme, très, très fort, très puissant, et d'autant plus puissant qu'effectivement personne n'y est. Et donc ça, c'est un des thèmes effectivement qui nous intéresse en Europe, et qui effectivement, depuis lundi, on a mis un peu en pause. Parce qu'effectivement, il faut reconnaître que c'est aussi le secteur le plus sensible aux questions de primes de risque d'État, de primes de risque politique, etc. Allons-y. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé depuis lundi? Quel est le rationnel des réactions de marché qu'on a pu voir sur l'euro, sur les actifs? Vous avez parlé du secteur financier en première ligne. Sur le spread, 60, 65 BP d'écart de primes de risque entre la dette française à 10 ans et la dette allemande à 10 ans. Est-ce que c'est fair? Est-ce que c'est correctement pricé au regard du risque qu'on peut imaginer? Quand je dis risque, c'est incertitude. Je ne caractérise pas ou négatif ou positif. Le marché est assez agnostique de ce point de vue-là. Ou est-ce que c'est un risque montant qui peut nous emmener un peu plus loin encore dans le stress et l'incertitude? Je dirais, 60 points de base, effectivement, c'est déjà un spread, c'est le double de ce qu'on avait il y a encore quelques semaines, et c'est un spread relativement élevé historiquement pour la dette française versus la dette allemande. Après, on a été plus loin, on était jusqu'à 80 points de base, effectivement, au moment de la première élection. Ouais, 2017. En 2017. Et j'exclus la crise européenne, la crise de l'euro, on a été encore... On est 181 peut-être, quelque chose comme ça. C'était vraiment au plus haut, 150 en tout cas. Mais là, il y a vraiment des risques de redénomination, des problèmes de fragmentation. Alors c'est ça qui est important quand même de retenir, pour se rassurer un petit peu dans cette histoire-là, c'est que quand même, ces risques de fragmentation, les pires moments qu'a pu connaître la crise, la zone euro, on n'imagine pas les revivre, parce que la Banque Centrale Européenne, effectivement, est là, les instruments sont là, le TPI, tout ça fait que, on peut avoir un élargissement jusqu'à 80 points de base, qui serait déjà beaucoup, mais ce n'est pas évident de voir ça au-delà, parce qu'on a du mal à imaginer une crise vraiment systémique européenne. Par contre, forcément, tous les morceaux de la côte, il y en a quelques-unes qui sont le plus proches des questions politiques, et notamment de politique française. Ce sont ceux qui ont le plus souffert, c'est ce qu'on a vu avec évidemment les banques françaises notamment, et toutes les entreprises utilities et autres proches, qui ont des contrats publics ou qui sont proches concessions, on a parlé des chaînes privées, de télévision également. Voilà. Donc pour l'instant, notre analyse, c'est plutôt qu'il y a beaucoup d'incertitudes, que le spread, effectivement, sans aucun problème, continue de monter. 80 points de base, ça donne une idée un peu de... Parce que c'est les craintes politiques, c'est pas forcément comparable exactement, mais ça donne une. Je rappelle, 80 points de base, donc avril 2017, c'est sur la foi de dernier sondage avant le premier tour qui commence à donner une probabilité presque majoritaire d'avoir un second tour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Et c'est là où le marché commence à se dire, oula. Ça peut basculer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, c'est clairement un niveau déjà très, très stressé. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Est-ce que risque systémique? Nous ne pensons pas. En revanche, bien sûr, du point de vue des finances publiques françaises, chaque point de base, c'est des millions d'euros de coûts supplémentaires et du coup d'argent en moins pour d'autres dépenses plus intéressantes. Même si on ne va pas émettre forcément... effectivement, pour l'instant c'est un signal, mais effectivement, si on translate le niveau des taux aujourd'hui aux prochaines échéances, aux prochaines émissions, ça augmente forcément le coût de la dette. C'est que là, c'est une prime de risque qui s'installerait. Donc, du coup, définitivement, serait là durablement. C'est-à-dire que quelque part, l'OAT, la dette française, qui a toujours été une sorte de moyenne pondérée entre l'Italie et l'Allemagne, on va dire, au fur et à mesure, se rapproche de plus en plus de l'Italie, s'éloigne de l'Allemagne. Ça coûtera donc plus cher à se financer. Et encore une fois, c'est de l'argent en moins pour l'éducation et pour d'autres dépenses bien plus utiles que la charge de la dette. Il y a un risque sur le statut de l'OAT. Là, on n'est pas dans le bon camp.
hein. Enfin, je veux dire, le cœur, c'est l'Allemagne, peut-être les Pays-Bas, etc. On parle de semi-cœur déjà pour des pays comme la France et la Belgique depuis quelques temps. Là, l'OAT française bouge plutôt de concert avec effectivement l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, qui ont vu là aussi leur spread s'écarter un petit peu depuis lundi. Hein. C'est pas très cher payé par rapport à quand même cette surprise-là. Donc de perdre 2 points, on peut perdre plus. L'idée qu'on avait, donc nous, on a été surexposé ces 2 mois qu'on était revenu à la neutralité, si le marché avait monté, et là, s'il ne l'a pas fait, on aurait bien vendu un peu plus, mais bon. Mais on n'achète pas tout de suite, bien sûr. Et je pense que... l'idée, c'est justement, voilà, c'est le vrai baromètre, hein, bien sûr, ce spread-là. Revenir à 80, oui, c'est tout à fait possible. Je trouve que le marché va trop vite, très vite dans l'idée, ça sera un peu comme ce qui s'est passé en Italie, Mme Meloni, ça, n'ont pas de souci. Mais c'est peut-être l'arrivée in fine, mais d'ici là, le chemin peut être long. Il y a une campagne électorale. Donc on n'imagine pas pendant la campagne électorale que le RN commence déjà à mettre de l'eau dans son vin, à amender son programme, etc. C'est plutôt dans une campagne absolument pas préparée, le fait qu'il peut bien y avoir quelques petits accidents de parcours. Oui, avant de se rassurer avec Mélanie, voilà. Le spread a fait x2, voire x2,5, passant de 100 à 250 points de base sur l'Italie, de dépasser un peu avant de vous constater effectivement que... Et puis Mme Meloni, avec une expérience quand même politique malgré tout, avec le fait de prendre M. Draghi comme conseiller. Enfin, il y a eu beaucoup de choses avant d'y arriver. Donc, on peut penser que dans les quelques... Mélanie, c'est la version rassurante. Ouais. Après, il y a la version un peu plus stressante, qui est évidemment agitée, mise sur le devant de la scène. C'est la version Truss. C'est la version Truss. Alors, il y a peut-être eu à chaque fois des jurisprudences successives. C'est-à-dire que Truss, le risque, on parlait du retour du marché, ça a peut-être provoqué l'attitude de Mme Meloni. Aujourd'hui, peut-être qu'on oublie et que c'est la jurisprudence, alors que ça peut secouer un peu plus. Donc, nous, on pense qu'il peut y avoir encore quelques pourcents. Par contre, il faut bien voir que s'il n'y avait pas eu cet élément-là, alors c'est vrai, le marché ne bougeait plus depuis 2 mois, mais on voyait notamment sur le marché européen à la fois la certitude de l'initiation de la baisse des taux et plutôt des nouvelles un peu en amélioration sur l'économie et toujours le baromètre des résultats des boîtes qui était positif. Le risque macro était plutôt en baisse, quoi. Voilà. Donc on part d'une situation et c'est pour ça qu'on ne s'était pas mis encore sous pondéré, qui pouvait donner un peu d'allant. Il y a un autre élément qui était mentionné, qu'on évoquait, c'était sur la masse des liquidités sur les taux courts, monstrueuses, tous les comptes à terme, les supports, et tout ça, à un moment donné, quand les taux baisseront, ils devront bien se repositionner quelque part. Donc il y a ces éléments-là qui, pour moi, empêchent un décrochage fort du marché. Mais il y a quelques jours, il faudra trouver le bon timing, et ça sera sans doute au pic de la campagne ou du premier tour que là, on revient, et je pense que ça vaut le coup de revenir surexposer à ce moment-là, en choisissant sans doute les dossiers qui ont le plus souffert, corrélés au taux. Donc on parlait des Vinci, des boîtes comme ça qui ont le plus souffert, ou des bancaires. Donc là, ça sera, je pense, assez intéressant, mais je trouve que c'est pas cher payé. Et là, avec le mouvement, finalement, la sympathie qu'on a eue avec le chiffre du CPI, on est presque revenu à la case départ. Oui, ça emporte. L'inflation américaine revient sur le devant de la scène, et le mouvement est généralisé de détente obligataire. Faut pas, donc il peut y avoir quelques crispations. Ça, c'est le scénario rose, le scénario quasi-Mélanie. Avant ça, il y aura un peu d'agitation. Peut-être que s'il y a des... Alors après, c'est des jeux politiques qu'on connaît mal, nous. Hein, c'est des facteurs que personne ne maîtrise. Etc. Bien sûr. Il y a le sentiment qu'à un moment donné, il y aura quelque chose d'un peu plus construit. Mais le marché ne se trompe pas sur le signal qu'il envoie, quoi. Ah oui, non, il ne se trompe pas. Non, c'est important ce qui s'est passé, bien sûr. Avec, à voir quel niveau de répercussion pour l'Europe, pour les politiques européennes. Vous dites que ce n'est pas systémique Europe. Aujourd'hui, évidemment, plus personne ne veut sortir de l'euro, mais dans quelle mesure ça fait bouger des lignes sur des enjeux forts, hein. Il y a des efforts considérables qui sont en train d'être déployés pour financer la défense européenne. Il y a des compromis, des consensus qui sont difficiles à obtenir, qui sont quand même en cours de travaux aujourd'hui, sur les questions de transition énergétique, etc. Enfin, voilà, même si le bloc central au Parlement européen reste largement dominant et majoritaire,
quand même un équilibre du consensus qui a un peu bougé. Et malgré l'abaissement de la note récente, la note française est encore au-delà, finalement, de la réalité économique française. Et justement, un des éléments, c'est justement cette stabilité politique, cette capacité à lever l'impôt, c'est tous ces éléments-là, la force des institutions, qui peut quand même être mis en cause. C'est pas que les métriques financières et budgétaires. Ce qui s'est passé, demain, on peut contester l'élection du président. Enfin voilà, il peut y avoir une pression de la rue qui était plus difficile à imaginer que... Là, ça crée un précédent quand même très néfaste. La solidité des institutions, je pense même que c'est un actif clé, effectivement, au-delà des métriques financières. Tous les budgets ont explosé, les déficits, etc. Donc, ça devient effectivement un atout clé. Qu'est-ce que ça vous inspire, Thierry? C'est un peu loin du marché américain, mais quand même... Pour la première fois, je vois la presse anglo-saxonne, financière, des gens qui remettent le nez sur les spreads zone euro. Alors attends, l'OAT, le Bund, etc. Il y en a certains, alors je dis pas qui regardaient plus ça depuis 10 ans, mais je rigole un peu, mais peut-être que le dernier moment où ils ont vraiment regardé, c'était avril 2017, avec la première élection d'Emmanuel Macron. Oui, alors, vu du côté des Américains, c'est toujours perçu de manière très lointaine. Compliqué. Tout ce qui se passe ici. Ça, c'est clair. Je veux dire, ils sont tellement compliqué. Oui, ça reste très compliqué. Donc, vous pouvez leur confirmer, Thierry. Oui. Non, mais je me garderais bien de porter un jugement quelconque. Voilà. Je dis encore une fois, les Américains, leur prix ne tournait que sur leur marché, sur leur économie, sur leurs élections à venir. J'ai pas de vrai commentaire à faire là-dessus. Et les marchés n'en tiennent aujourd'hui. Je ne lis pas dans la presse anglo-saxonne américaine aujourd'hui d'inquiétude, majeur sur les événements qu'il y a actuellement ici. Moi, j'ai l'impression que le truc qu'il voulait comprendre, c'est est-ce que Macron va démissionner ou pas? Parce que, pour un anglo-saxon, je veux dire, quand il réfléchit à la France, le régime politique, c'est Macron, quoi. Oui. Alors là aussi, peut-être la presse britannique, je ne sais pas, la presse américaine, ça n'a pas été évoqué. Biden a dit que d'ores et déjà, il était prêt à travailler avec les personnes qui seront en charge au pouvoir. Il ne peut pas dire autre chose de toute façon. Voilà. Après, je pense qu'il préférait travailler avec quelqu'un qu'il connaît et il était assez proche de Macron. La donne sera sûrement différente si demain c'est Bardella ou quelqu'un d'autre. Ça, c'est certain. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation. C'est vrai que de ce point de vue-là, en tout cas après le choc d'incertitude des 2 derniers jours, voilà, la situation est stabilisée, mais absolument pas corrigée. Voilà, le marché rebondit un peu aujourd'hui, mais le spread, effectivement, s'est installé autour de 60 points de base et plus entre la France et l'Allemagne à ce stade. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché. Thierry Gill, président de Raymond James France, Gustave Orenstein, responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management, et Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements de Vega IM, étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la dette émergente, les enjeux et la perspective autour de cette classe d'actifs. Et nous en parlons avec les spécialistes d'Iveo Capital Partners et son cofondateur, Michael Israël, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Grégoire. Merci beaucoup pour parler de l'univers obligataire y compris émergent. Il faut quand même regarder l'univers obligataire américain. Tout part de la courbe des taux américaine. Michael, comment vous regardez la structure de la courbe américaine à ce stade? Alors, je ne sais pas combien de dizaines de mois d'inversion de la courbe on en est aujourd'hui. C'est peut-être historique. Il y a la volatilité obligataire. On le voit encore aujourd'hui. On peut avoir des mouvements encore de 10, 15, 20 points de base dans une journée sur la partie longue de la courbe américaine. Est-ce que néanmoins un investisseur peut tirer profit et partie de cette courbe obligataire américaine telle qu'elle est structurée aujourd'hui? Alors, un grand oui. Un grand oui, et précisément si on s'intéresse à la partie des émergents qui sont les émissions en dollars. Puisqu'effectivement, les mouvements de la courbe des taux vont impacter les émergents en général, mais aussi sur les devises locales, etc. Par contre, on peut avoir un raisonnement beaucoup plus simplifié en allant sur les émergents, mais plutôt sur la courbe dollar, c'est-à-dire toutes les émissions obligataires qui sont faites soit par des souverains, soit par des corporates, qui est plus notre spécialité, en dollars. Et là, pour le coup, c'est assez intéressant. Et intéressant d'ailleurs même par rapport à l'historique, c'est-à-dire qu'en fait, si on regarde depuis, je dirais depuis Lehman finalement, et cette grande phase d'argent gratuit, on se retrouve dans une situation où on avait l'impression que pour faire de l'argent en obligataire, il fallait qu'il y ait le moteur
moteur de la baisse des taux. Et souvent, comme la baisse des taux intervenait par des actions de banque centrale, ça remettait les marchés risk-on. Et donc, les spreads aussi baissaient en même temps. Et donc, on avait les deux moteurs allumés et on s'est habitué à ne faire de l'argent que par baisse des taux et baisse des spreads, à en oublier que finalement, une courbe des taux qui résiste, qui dure, c'est quand même pas mal du tout quand on est prêteur obligataire. Et moi, je dis un peu en rigolant, mais c'est vrai qu'on revient au prêt 1.0. C'est-à-dire les gens vont 2.0, 3.0, 4.0. Nous, on revient en arrière et c'est pas plus mal, puisque en fait, c'est la vie d'avant. La vie où quand vous prêtiez de l'argent, vous étiez dans la structure du capital, quelqu'un qui était quand même rémunéré, qui faisait partie de la structure du capital avant qu'on rende l'argent gratuit. Eh bien, à nouveau, on est rémunéré et de manière durable. Ouais, c'est ça. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est yield is back. Alors, c'est ça. C'est exactement ça. Yield is back. Parce que bond is back, ça implique pour moi effectivement qu'il y ait une performance, qu'il y ait une augmentation de la valeur. Effectivement, quand on regarde les indices obligataires agrégés, je ne crois pas qu'ils soient positifs sur cette première partie d'année 2024. Alors, ça dépend desquels. Et là encore, à nouveau, comme vous dites, comme il peut y avoir dans le monde obligataire, le problème c'est que c'est très vaste. Par exemple, quelqu'un qui fait de l'investment grade avec des longues duration, évidemment, lui, son thème, c'est plus un thème de mouvement des prix des obligues. Mais lorsque vous faites des obligations où vous jouez plutôt le crédit, vous êtes sur des durations de toute façon relativement limitées. Là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de prendre la rémunération que vous offre le marché aujourd'hui en tant que prêteur, à savoir des taux d'intérêt sans risque. Quand même, pour rappel, le 5 ans US, même s'il a baissé aujourd'hui d'une quinzaine de bips, on est quand même autour des 4,25, 4,50 il y a encore très peu de temps. Là-dessus, vous rajoutez le spread de crédit sur l'univers émergent, on est autour des 400 BP, c'est avant même de démarrer, sans faire de picking. Ouais, j'entends. Vous êtes déjà sur un univers qui vous donne quasiment du 9 par une an. Inflation à 3, 3,5, voilà, du 9 par an, vous prenez très peu de risques de duration, un risque d'être bouffé par l'inflation qui est très limité. Et voilà, c'est quand même une aventure qui est pas mal, avec 9% de valeur embarquée tous les ans pour quelques années. Donc ce higher for longer ou ce high for longer, c'est comme ça que la Fed décrit sa stratégie aujourd'hui. On est immobile en matière de politique de taux et donc du coup on garde une courbe qui résiste, comme vous dites, Michael. Oui, c'est un bon univers pour l'investisseur obligataire. Tout à fait. Et je dis à nouveau, je pense qu'il y avait trop d'attentes. On voit quand même que les investisseurs, ils sont quand même beaucoup dans l'attente, même parfois sur des mouvements très marginaux. Est-ce qu'il faut rentrer? Est-ce que c'est le moment d'acheter des obligues ou pas? Bon, vous voyez, ça fait 2 ans que ça dure déjà, où on attendait la baisse des taux. Elle n'a pas eu lieu. Les gens qui sont investis, aujourd'hui, le coût d'opportunité, il est important. Je vous ai parlé d'un 9%, c'était encore plus il y a quelques temps, parce qu'il y avait des niveaux de spread un peu meilleurs. Ne pas être investi alors que tout simplement on attend une baisse des taux pour investir, ça peut être un mauvais calcul. Par ailleurs, en plus, aujourd'hui, il y a quand même une configuration de marché où on a des 3 scénarios, il y en a quand même plus 2 qui se sont installés que le 3e. C'est-à-dire qu'on n'est plus tellement sur un débat de hike. C'est-à-dire, je ne sais pas qui parle aujourd'hui que la Fed va remonter ses taux. Il y a un petit peu de débat sur la partie longue de la courbe. Ça se travaille. On peut s'en protéger. Donc, finalement, il reste quoi comme sujet sur les taux? Est-ce qu'ils vont higher for longer, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont pas baisser? Ou est-ce qu'ils vont baisser progressivement? Un peu. Voilà, un peu et progressivement. Dans les 2 cas, vous êtes quand même très bien avec un portefeuille obligataire. Quand vous disiez 9% 900 points de base, 9% sur de la dette émergente au rendement, forcément, ça classe cette catégorie ou cet univers d'investissement dans quelle catégorie, justement, Michael? Parce que, intuitivement, dette émergente à yield, on se dit, tiens, c'est quand même des catégories ou un univers qui peut appartenir à ce qu'on appelle des classes d'actifs risqués, dans lesquelles on loge. Les actions, dans les actions, il y a une gradation, il y a des actions plus défensives que d'autres, il y a des actions avec plus de bêta, plus cycliques, etc. Il y a des tailles diverses, il y a les small, les micro-caps, et puis après, on peut aller regarder aussi des actifs très spéculatifs dans l'univers non orthodoxe, les cryptos, etc. Où est-ce que vous mettez sur l'échelle du risque
risque justement votre univers d'investissement, Mickaël? Alors, moi, personnellement, comment les marchés fonctionnent? Moi, j'entends bien que le consensus nous dirait que c'est une classe d'actifs risqués. Donc, ça m'intéresse d'avoir votre conviction, même plus qu'une perception, votre conviction par rapport à cette perception que j'ai du consensus. Alors, d'ailleurs, je crois que c'est probablement l'un des intérêts structurels de cette classe d'actifs, c'est que c'est je dirais la contradiction entre ma vision personnelle qui est pas celle de tout le monde, mais c'est parce que je connais la classe d'actifs. Ça crée une asymétrie, quoi. Oui, et la perception qu'on a de cette classe d'actifs est telle qu'elle est catégorisée aujourd'hui dans les modèles. Je ne vais pas vous dire que le high yield émergent, même s'il est hard currency, est considéré comme une classe d'actifs sans risque. Oui. Bon, c'est plutôt dans les actifs risqués et ça réagit donc beaucoup au côté marché risk-on, marché risk-off. On est dans cette nasse. Moi, évidemment, j'ai une vision qui est différente. J'ai eu l'occasion de vous en parler sur ce plateau. Nous, quand on regarde les sociétés qui composent ce gisement, quand on regarde comment sont fabriquées ces dettes, qui sont des dettes en dollars, sur des New York laws, c'est-à-dire des lois internationales, on est vraiment dans le monde de la dette internationale. Quand on regarde les spreads que nous offrent ces marchés-là par rapport à la qualité de crédit, les sociétés sont nettement moins endettées que les pays développés. Je n'arrive pas à dire que c'est une classe d'actifs risquée. En plus, on est en oblig, on n'est pas en action. Donc, pour moi, je ne la vois pas comme ça, mais elle est perçue comme ça. Et donc, il y a des moments d'ailleurs où c'est l'opportunité d'une vie quand le marché rejette complètement cette classe d'actifs alors que les actifs sont de qualité. Mais au cas particulier du moment, là, ce qui est intéressant, c'est que si on dit c'est une classe d'actifs risquée, pourquoi pas. Si je la compare aux autres classes d'actifs risquées, vous en avez cité certaines, il y a toutes les catégories, comme vous avez dit, de la crypto aux actions. Je trouve qu'elle offre aujourd'hui quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle n'offre pas de perte sèche. Je m'explique. Quand j'entends des amis me parler de crypto ou d'autres, ou d'actions ou je ne sais quoi, aujourd'hui, quand ils vont mettre $1 ou €1 dans la classe d'actifs, ils ont quand même peur de rentrer au moment où c'est trop cher, trop haut. Nvidia, j'achète là. Voilà, il y a quand même cette question qui est là en permanence. Est-ce que c'est trop haut? Et au final, si c'est trop haut, ça peut corriger. Et c'est pas sûr que je vais revenir à mon prix d'achat. Et c'est pas sûr que je vais pas mettre des années à y revenir parce il y a toutes ces questions-là. Reconnaissez qu'en oblig, on n'a pas ce sujet. Moi, je vous dis aujourd'hui, on a 9% de rendement. Je peux vous dire qu'il faut qu'il se passe vraiment beaucoup de choses, déjà rien que pour qu'on ne récupère pas son capital sur un horizon de temps qui n'est pas si long que ça. Donc je trouve qu'elle protège énormément tout en donnant un côté offensif assez intéressant puisque les rendements sont là. Les rendements sont là. Il n'y a plus de prime de risque sur les actions américaines aujourd'hui. Enfin, le rendement des actions américaines est quasi à zéro, etc. Parce que les niveaux de valorisation sont, je ne vais pas dire stratosphériques, mais sont dans la borne haute de ce qu'on peut atteindre et de ce qu'on peut imaginer. On a toujours le risque de perdre 20-30% sur une grosse valeur comme Nvidia. Enfin, je le dis moi comme ça, mais une déception. Vous dites ce risque-là, il existe évidemment partout, mais sur du 9% de rendement aujourd'hui, il faut vraiment une succession d'événements majeurs pour se retrouver, pour se planter, voilà, une fois que la sélection est bien faite, pour que la digue saute, quoi. Saute au point d'être en perte sèche. C'est ça. Bon, déjà, on est en oblig, donc oubliez les émergents. Mais vous êtes en oblig déjà, même s'il y a des effets de décote ou des effets de prix, en général, on a quand même l'effet de l'élastique, le retour au part, sauf s'il y a un défaut. Mais en plus, on part avec un rendement embarqué d'un tel niveau qu'il faut qu'il y ait un vent de face colossal pour qu'on se retrouve avec des problèmes. Après, est-ce qu'il faut accepter la volatilité? Est-ce que la volatilité de cette classe d'actifs peut être un paramètre qui fait dire que c'est aussi une classe d'actifs risquée, dans le sens où, on l'a bien vu, Mexique, Afrique du Sud, Inde, là aussi, sur du facteur politique, ça peut bouger très vite dans un sens, dans l'autre. L'éléphant chinois, évidemment, avec le sujet immobilier, etc., tout ce que ça peut générer comme risque. Dans les indices, j'entends, alors on peut sortir des indices, c'est plutôt votre logique, mais du point de vue indiciel ou agrégé, il y a quand même une volatilité à supporter. Alors, il y en a une. Pareil, je dirais, nous, on a eu un gros drawdown dans toute notre histoire. Notre fonds principal, il a bientôt 10 ans de track record. On a eu un seul gros drawdown, ça a été au moment de mars 2020.
dans un moment qui est extraordinaire. Il faut remettre les choses dans le contexte. En dehors de ça, la volatilité intrinsèque de ce marché, et pourtant, c'est pas comme si on n'avait pas eu de crise depuis 10 ans. Hein. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu la crise, il y a eu la première remontée des taux aux US qui avait quand même entraîné un petit bain de sang sur les US. Il y a eu le prix du baril qui s'est effondré. Il y a eu le Lava Jato au Brésil. Il y a eu la guerre en Ukraine déjà en 2014. Et à nouveau, il y a eu un krach obligataire. Il y a eu le Covid. Enfin, on en a vu passer. Hein. Cette volatilité-là, elle est très surestimée par le marché. Pourquoi ? Parce qu'on arrive assez bien à l'encaisser sur une année pleine parce qu'il y a beaucoup de carry, il y a beaucoup de coupons. C'est pas que du rendement. Il y a du coupon dans les sous-jacents. Et donc, quand même, sur la période, on arrive assez bien à la supporter. Et deuxième chose qui n'est pas inintéressante, c'est que, justement, c'est un univers hétérogène, pas homogène. Donc, on a aussi la possibilité par le picking de bien faire les choses, d'éviter les choses qui sont à éviter. Et quelquefois, quand même, ça se voit. On l'éléphant dans la pièce, quoi. Voilà, on le voit arriver. Et donc, on peut réussir vraiment à faire mieux que les indices, tant en perf qu'en volatilité. Ouais. Est-ce qu'il y a un peu de collecte là sur la classe d'actifs Alors c'est marrant, c'est marrant. Sur la mesure de comment est-ce que le marché considère cette classe d'actifs Non, alors sur la classe d'actifs, non. Chez IVO, oui. Je vais toucher du bois pourvu que ça dure. D'ailleurs, c'est même une très belle collecte depuis le début de l'année pour nous. Mais sur la classe d'actifs, ça ne l'est pas encore. Et probablement, vous avez dit l'éléphant. Moi, je pense que c'est ça, parce que à nouveau, on a quand même des rendements intéressant. On a une qualité de crédit, quand vous faites l'analyse fondamentale, qui est très bonne. Les boîtes sont vraiment peu leveragées. On a une exposition sectorielle qui est très favorable à ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y a l'éléphant dans la pièce, c'est la Chine, qui, pour des raisons géopolitiques, des raisons économiques, n'a pas aujourd'hui le flavor of the day. Oui. Mais je veux dire, cette absence de ça évite aussi une euphorie sur la classe d'actifs. Exactement, il n'y a pas de complaisance, on n'est pas sur des spreads de complaisance. Exactement. Donc pour le moment, je vous dis, on bénéficie quand même d'une situation qui est pas inintéressante. Merci beaucoup, Mickaël. Merci de venir nous éclairer et nous apporter votre analyse sur ce segment de marché de la dette émergente. Mickaël Israël, IVO Capital Partners avec nous dans Smart Bourse ce soir.